Pour l'arrivée, le 110e anniversaire de l'arrivée de la première brigade des soldats russes à Marseille. Et pour commencer donc cet hommage, cette commémoration, je vais céder la parole à Monsieur le Consul général. Merci. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes réunis ici pour célébrer la date anniversaire, 110 ans, de débarquement de la première brigade du corps expéditionnaire russe, ici à Marseille. Et je voudrais remercier l'association La Courtine pour l'organisation de très bons événements pendant ces 3 jours, et aussi qu'elle garde un bon souvenir de cet événement historique. 10 000 soldats et officiers russes qui sont venus ici en France en 1916. La plupart sont morts, mais ils sont venus pour aider ses alliés, le peuple français, de lutter contre les envahisseurs allemands lors de la Première Guerre mondiale. Dommage, beaucoup de ces soldats et officiers sont morts, tués lors des durs combats et batailles. Et aussi, aujourd'hui, nous rendons hommage à ces gens-là, à ces soldats et officiers morts ici. Nous n'oublierons jamais leur exploit. Et je voudrais souligner que c'était aussi un très bon exemple de la fraternité entre les peuples russes et français. Chez nous, on dit « rien n'est oublié, personne n'est oublié ». Maintenant, peut-être vous-elle Albichina au nom de l'association Perspective. Chers amis, merci beaucoup d'être venus, merci beaucoup d'être là pour cet événement commémoratif très émouvant. Oui, on se rappelle ce 20 avril 1916, quand les soldats russes ont débarqué à Marseille pour aller après aider la France. Et nous sommes très heureux de cette initiative de l'association La Courtine 1917. Nous sommes très heureux, l'association franco-russe Perspective, de s'associer à ces événements et de les organiser ensemble. C'est un exemple formidable d'une collaboration des deux associations, même des régions différentes. Je salue cette équipe formidable, très motivée et très compétente. Merci beaucoup aux représentants de notre consulat de Russie de s'associer à ces événements commémoratifs. On est très heureux que ça se passe ces 2 journées à Marseille. Merci. Bon, juste quelques mots également. Comme mes prédécesseurs, nous sommes pour la Courtine 1917 et la petite équipe qui est venue là pour ces 2 journées d'éducation populaire, si je puis dire, parce que il y a besoin aujourd'hui de se remémorer les choses et d'établir la vérité, parce que la vérité est toujours malmenée, la vérité est souvent oubliée, et donc nous tenons avec notre association à rétablir tout ce qu'a été cette histoire, cette épopée de ces soldats qui ont débarqué pour 10 000 d'entre eux le 20 avril 1916. Et ce que nous discutions tout à l'heure avec Monsieur le Consul général, c'était que cela ne s'arrête pas à 1920, cette reconstitution, mais il y a eu des soldats qui sont restés en France après 1920, 400, qui ont établi des familles, qui ont eu des descendants, dont des descendants cherchent aujourd'hui
des souvenirs qu'ils n'ont pas, et notre association contribue à retisser les fils, reconstituer toute cette histoire. Voilà, nous sommes donc très heureux de collaborer avec l'association Perspective, avec Gouzel qui nous aide énormément dans tout ce travail. Et puis souhaitons que le travail en commun et les recherches en commun puissent toujours améliorer cette connaissance de ce qu'a été le corps expéditionnaire russe en France. Merci à vous tous. Merci. Merci à vous. Hein. Si on peut répéter encore quelques mots de notre collègue. Bien sûr. Merci. L'association toulonnaise qui s'appelle Amis de la culture russe. Notre association a commencé sa 4e dizaine de fonctions. On a été créé il y a 31 ans. Et notre particularité que l'association se trouve à Toulon, dans la ville complètement militaire. Et nos adhérents, pratiquement tous les adhérents, sont les gens qui travaillent comme ci ou comme ça, quand même, dans le système de la défense. Ils sont que ce qui vraiment me touche, que ce soit les Français qui soient complètement du côté de la Russie, et dans le passé et dans le présent. Et on m'a demandé de vous annoncer que vraiment il y a pas mal de Français, même dans les villes comme Toulon, qui vraiment produisent, malgré qu'il y a quelques jours, c'est mes adhérents qui m'ont annoncé qu'on a ouvert à Hollywood l'usine militaire pour produire les drones. Les drones, vous savez, ils partent en Ukraine. Mes adhérents sont en colère. On n'a pas de pouvoir, tout simplement, pour influencer, si vous voulez, cette politique agressive. Mais de toute façon, sachez que ce n'est pas seulement nous ici qui sont produits, mais il y a les Français même au centre militaire comme Toulon. Merci pour votre attention. Nous sommes deux de cette association aujourd'hui. Excusez-moi. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a noté Gouzel ? Avant qu'on se rassemble là. C'est ça. L'accordéoniste solitaire. On disait en français, on m'avait dit l'accordéoniste solitaire, mais je crois que c'est l'accordéon solitaire que veut dire le titre. Je crois que c'est ça. Donc ça, c'est les panneaux d'exposition de notre association, la Courtine 1917, qui depuis 12 ans fait vivre la mémoire du corps expéditionnaire russe en France. Et cette exposition a pas mal circulé dans différents lieux de France. Premier panneau. Alors, je ne vais pas être très loquace, très volubile. Pourquoi? Parce que le film, en fait, explique tout ce que l'exposition développe. Mais quelques petits repères, c'est pas inutile non plus. Le premier panneau explique donc l'entrevue entre les autorités françaises et le tsar Nicolas II, fin 1915, pour envisager, à la demande de la France, l'envoi d'hommes, de soldats, pour combattre et renforcer le front. Puisque
1914 et 1915 ont été des années extrêmement destructrices en vie humaine, que y compris la France a dû faire appel à son armée coloniale, 500 000 hommes d'Afrique, d'Asie, qui sont venus des Antilles pour renforcer le front. Donc au début, la France est particulièrement exigeante. Elle dit, voilà, nous pouvons vous fournir des armes, des balles, des mitrailleuses, des obus, tout. Et comme la Russie manque cruellement d'armes, cela intéresse la Russie. Mais la France demande, nous souhaiterions qu'arrive chaque mois l'équivalent de 100 000 hommes, 1 200 000 au total. Bon, ni le tsar ni l'état-major russe n'étaient d'accord avec une telle perspective. Finalement, un accord s'est conclu sur des bases qui étaient tout à fait autres, c'est-à-dire 40 000 hommes, 4 brigades de 10 000 hommes chacune. Et il a été décidé que 2 de ces brigades seraient conservées en France et 2 seraient envoyées sur le front d'Orient. Donc c'est ce que retrace un peu le premier panneau. Le deuxième panneau, il a trait finalement au voyage de la première brigade qui, elle, va suivre un parcours particulier en cela qu'elle va passer à partir d'Airen en face du Japon. 10 000 soldats vont embarquer sur 4 navires, le Yaroslav, le Tambov, le Latouche-Tréviv et puis l'Himalaya. 2000 à 2500 hommes sur chacun des navires. Et ces hommes vont embarquer après avoir traversé toute la Sibérie, de Moscou jusqu'à Dairen, en 3 semaines, dans des wagons quasiment à bestiaux, avec des chevaux, avec simplement un poêle au milieu pour le froid, mais il fait moins 30 à moins 40 à cette époque, donc fin janvier, début février. Et puis ils vont embarquer et ils vont se retrouver donc à faire un circuit. On n'a pas la carte, c'est bien dommage, mais vous la verrez là-haut. Elle est là-bas, tiens, on la verra tout à l'heure, on se souvient. Donc ils vont embarquer en face du Japon, ils vont contourner mer de Chine et tout, Singapour, Colombo, et puis ils vont remonter, ils vont passer pour rejoindre la mer Méditerranée et aboutir à Marseille le 20 avril. 72 jours sur les bateaux, dans des conditions très difficiles, climatiques, et également de discipline qu'imposaient les officiers russes vis-à-vis des hommes. Bon, il s'est passé plein d'incidents d'ailleurs sur les bateaux, on en parlera un peu plus tard dans les débats tout à l'heure, si vous voulez bien. Ils arrivent donc à Marseille le 20 avril 1916, c'est un peu pour ça que nous sommes ici, pour commémorer les 110 ans de l'arrivée de ces soldats. Et puis après, donc, comme vous voyez ici, bon, ils vont rejoindre 2 jours plus tard le camp d'entraînement de Mailly, qui est dans le nord-est de Paris, à côté de Reims, pour s'entraîner à la guerre moderne, comme si, voilà. Bon. Une partie de la première brigade va, y compris, venir défiler pour la fête nationale française le 14 juillet 1916. Et puis, ils vont être affectés donc au combat aux côtés de leurs camarades français. Là, ce qui est signalé, non, ça n'est même pas signalé ici, ce qu'on a appelé la 3e brigade, la 2e brigade et la 4e brigade vont arriver par le nord, elles vont partir d'Arkhangels et elles vont arriver 3 semaines plus tard à Brest, donc fin juillet. Et puis ces soldats vont rejoindre Marseille, 20 000 vont après partir à Salonique, et une brigade va rester en France. Donc il va rester en France la 1re brigade et la 3e brigade. Au total, à peu près 20 000 hommes à quelques unités près. Voilà, donc le 3e panneau, c'est sur la vie au front. La vie de tranchée, les entraînements, les premiers camarades qui sont morts, voilà, qu'on enterre. Et puis, ouais. Donc il est indiqué où sont les secteurs, disons, de ces soldats. Lude, c'est là. Ensuite, ce panneau-là est extrêmement important parce qu'il se passe, comme vous le savez, en février 1917, le début d'une révolution qui part de Pétrograd.
et la formation d'un gouvernement provisoire avec l'abdication du tsar. Et tout ceci est connu des soldats sur le front en France, parce que les organes de presse français le savent, et les soldats français ont les journaux et sont au contact de leurs camarades, et donc ils apprennent cette nouvelle. Voilà. Donc, ensuite, on est sur un moment extrêmement important. Les soldats français, les soldats en France, les soldats russes en France vont avoir connaissance de ce qu'on a appelé le prikaz numéro 1, qui est un décret du Soviet de Pétrograd, qui était composé de délégués de soldats principalement, et qui édicte finalement un certain nombre de mesures pour protéger les soldats, pour leur donner des droits quasiment de citoyens et pour leur proposer d'élire dans chaque régiment et dans chaque brigade, dans chaque compagnie, des délégués qui vont les représenter auprès des officiers pour leur faire porter les doléances, les revendications qu'ils peuvent avoir. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que là, on parle de ce qui va se passer ici. Ça s'appelle le chemin des dames. Il y a d'un côté les unités allemandes qui sont sur cette colline avec les mitrailleuses, et là, c'est une plaine. Et le général français Nivelle va mobiliser 1 million de soldats, dont les 20 000 soldats russes, pour monter à l'attaque des mitrailleuses. Et ça va être une hécatombe gigantesque. Ça, c'est le déroulement, c'est le 14 avril. Et avant le 14 avril, dans les jours qui ont précédé, les soldats russes vont décider si oui ou non ils participent à l'offensive. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte, au bout de quasiment 1 an de combat, qu'ils ont été échangés contre des armes, qu'ils sont de la chair à canon, qu'ils ont perdu beaucoup de leurs camarades, et ça, ils en ont assez, ils veulent rentrer en Russie. Mais, à une courte majorité, ils décident de participer à cette offensive, qui sera la dernière. Après, ils exigeront de plus en plus fort de rentrer en Russie. Et donc, c'est un moment extrêmement important, avril, cette offensive Nivelle, parce que là, il va y avoir 270 000 morts, blessés et disparus dans tous les camps, dont 5 000 soldats russes sur les 20 000, qui vont être blessés ou morts. Et donc, c'est là que commence à naître la révolte de ces soldats, où ils se rassemblent, et il va y avoir un moment extrêmement important. C'est le 1er mai du calendrier russe, qui était le 13 mai du calendrier occidental, où ils décident de faire un grand rassemblement, une grande fête, et il va y avoir des échanges, des prises de parole, et les officiers vont être invités à venir s'expliquer sur les sévices qu'ils ont fait subir aux soldats, sur leur incompétence. Et donc ça va être un échange extrêmement tendu, où les soldats vont toujours exiger avec de plus en plus de force: nous voulons rentrer chez nous, nous voulons rentrer chez nous, nous voulons toute cette guerre. Et donc, l'état-major français et l'état-major russe sont contraints de les déplacer du front, parce qu'à ce moment-là, dans toutes les brigades et les unités françaises, il y a aussi des mouvements de révolte de soldats qui veulent des permissions qu'on ne leur donne pas, et donc voilà, une mobilisation de refus, de révolte et tout. Et donc ils décident de dire: les soldats russes, on les éloigne de ça pour pas qu'ils contaminent les autres soldats, et on les envoie dans le centre de la France, à La Courtine. La Courtine, c'est en Creuse, dans le Limousin, et on vide un camp militaire qui existe, on le vide de tous les occupants, et on y envoie la première brigade qui va arriver donc le 26 juin en gare de La Courtine. Donc ces 10 000 hommes dans plusieurs convois vont arriver. Et ils vont prendre possession du camp, et une des premières mesures qu'ils vont faire, ça va être de dire à leurs officiers: on n'a plus besoin de vous, on va s'organiser par nous-mêmes, nous ce qu'on veut c'est rentrer chez nous, c'est rentrer en Russie, voir nos femmes, nos enfants et tout ça, et participer à ce qui se passe là-bas, parce qu'on parlait de distribution de la terre, on parlait de tout un tas de mesures qui les concernaient très directement. Alors il va y avoir plein d'ultimatums qui vont être lancés par les représentants du gouvernement provisoire de Kerensky, Sirap et Svatikov, qui sont envoyés de Moscou pour négocier avec les soldats dans le camp, qui sont mutilés, finalement, pour leur dire: reprenez les combats, nous avons été, dans le cadre de l'accord qui avait été passé, bon, nous sommes obligés, aux côtés de nos camarades français, de continuer à nous battre, vous devez accepter de le faire.
Donc il va y avoir des négociations, des ultimatums, et tous les ultimatums vont être refusés par les 10 000 soldats qui sont dans le camp. Et donc ils vont passer 3 mois. Ils vont passer 3 mois ici à s'autogérer. Et puis, bon. Alors pendant ces 3 mois, la Courtine était à ce moment-là une commune de 2500-3000 habitants, petite commune. Mais comme c'était à l'origine un camp militaire, il y avait énormément de bistrots, 110 bistrots pour 3000 habitants. Et puis il y avait aussi plein de fermes autour où les hommes étaient au front. Et donc les soldats russes mutinés vont aider dans les campagnes à faire les foins, à faire les blés, vont aider les paysans, les paysannes en particulier, ou les vieux travailleurs, à faire tous ces travaux-là. Donc il va y avoir une jonction qui va se faire. Et ce qu'on vous montrera peut-être, oui je crois que ça allait dans le film, ces soldats avaient une orchestre symphonique qui s'était constitué. Ils avaient un de leurs traducteurs qui était un traducteur français, qui était un compositeur, Paul Leflemme, qui les a suivis donc, sur le front et ailleurs, parce qu'ils avaient plein de traducteurs. Et celui-ci avait été précepteur en Russie avant 1914 dans une famille russe, il parlait très convenablement le russe. Et on l'avait chargé de monter une fanfare quand ils étaient en camp d'entraînement de maïs. Ce qu'il a fait, il a monté une fanfare de briques et de broc au départ, avec des instruments récupérés ici et là. Et puis cette fanfare, elle s'est formée véritablement. Et quand ils sont arrivés à la Courtine, les mutins, ils avaient une véritable formation de dizaines de musiciens qui jouaient des airs russes, mais pas simplement. Et ils leur faisaient jouer des airs de musique symphonique. Et il y avait également une troupe de théâtre. Et les mutins organisaient dans la semaine des représentations théâtrales auxquelles les habitants de la Courtine étaient invités. Et on a des photos, je ne sais pas si on les verra là, mais on en a là-haut, on vous les montrera, où on voit des habitants qui sont déguisés pour une pièce de théâtre avec des soldats à leur côté. Voilà, donc, ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas rejetés du tout par la population, bien au contraire, et que la population comprenait, puisque tous les hommes français étaient au front, que les familles souhaitaient qu'ils reviennent, pourquoi ces soldats ne voulaient plus se battre. Tout le monde comprenait cette situation. Voilà. Donc là, le dernier ultimatum est adressé pour que le 16 septembre, à 10h du matin, tous ces soldats, ces 1000 soldats, aient rendu leurs fusils, libéré leurs chevaux, et que, en fait, ils soient mis à la disposition de l'armée française. Ils refusent pendant des semaines. Le général Combi, qui est un général qui commandait la région là-bas de Limoges, Guéret, avait mis 3000 soldats autour du camp de la Courtine, et ils avaient fait venir 2500 soldats russes loyalistes, c'est-à-dire qui n'étaient pas mutinés, qui faisaient partie principalement de la 3e brigade, pour que ce soit eux qui attaquent leurs frères, afin que leurs frères, dans le camp, les mutins, rendent leurs armes. Et donc, ça s'est passé comme ça. On a bombardé le camp à partir de 10h du matin. Au canon de 75, les premiers obus sont tirés, vous le verrez tout à l'heure dans le film, et ça a duré 3 jours de canonnage. 800 obus ont été tirés sur le camp, sur les mutins, et ça s'est terminé au corps à corps entre les mutins et les soldats loyalistes. Alors, vous nous poserez la question de oui, mais combien y a-t-il eu de morts? C'est un gros problème aujourd'hui. De pouvoir établir quel est le bilan exact de cette répression de la mutinerie. Le général français Combi, lui, a fait son rapport en disant qu'il y a eu 9 morts, 46 blessés. 800 obus sont tirés par le corps. Des historiens estiment qu'il y a eu 100 morts, 200 morts ou un peu plus, suivant les sources. Nous, on a traduit des bouquins en russe de soldats qui étaient là en 1917 à la Courtine, qui donc étaient parmi les mutins, et qui en 1930-1935 en Russie soviétique, ont écrit leur carnet de guerre, leur histoire et tout. Et l'un d'entre eux dit, après avoir établi tout un décompte, 1485 morts. Bon. Un autre dit 800 morts. Donc, je pense qu'on est effectivement entre 100 et 1400, on est à peu près dans ce cas. Donc ça a été un véritable carnage, il ne faut pas l'oublier. Et là, cette photo montre l'arrestation de Afanassi Globa, qui était le dernier dirigeant du Soviet de la Courtine, puisque le Soviet c'est comité finalement, hein. Et c'est lui qui était le responsable en dernier jusqu'au 19 septembre de ce qui se passait dans le camp. Ça c'est Pierre Kiliaïev, un autre dirigeant du Soviet de la Courtine, qui est gardé
par un soldat, un tirailleur sénégalais de l'armée française. Voilà, il a été blessé, donc il est en soins à Saint-Malo, il est gardé par un tirailleur sénégalais. Alors ensuite, que sont devenus les survivants à partir de mi-septembre? On leur a proposé de rejoindre une légion russe qui était placée sous la direction de l'armée française pour reprendre les combats. Je crois que c'est 400-500 d'entre eux qui ont accepté. À tous les autres, on a accepté d'aller dans des compagnies de travailleurs pour travailler pour des patrons, des exploitations agricoles, dans des mines, refaire des routes et tout, pour des salaires, vous l'imaginez, un peu dérisoires, par compagnie de 400. Et tous ceux qui refusaient l'une ou l'autre de ces deux solutions étaient envoyés en Algérie dans les bagnes, dans les compagnies disciplinaires, dans des conditions vraiment terribles de répression. Ceux qui avaient été considérés comme les meneurs de la mutinerie, qui étaient au nombre de 239, Globa et ses camarades, ont été envoyés en France sur l'île d'Aix, c'est dans l'Atlantique. Et dans l'île d'Aix, il y a un fort qui a été construit il y a bien longtemps. Et ils ont été gardés dans ce fort jusqu'à mi-1919. Donc voilà. Là, on montre justement le fort Liédo dont je vous parle, sur l'île d'Aix. Les compagnies de travailleurs en France, ou certains comme ici, cassaient des cailloux dans l'est de la France pour faire les routes et tout. Et à l'île d'Aix, sur les murs de ce fort, on voit aujourd'hui des inscriptions en cyrillique que ces soldats avaient mises. Voilà. Et le dernier panneau explique ce qui s'est passé. Et là, on titre « Ils sont restés en France ». Je vous l'ai peut-être dit tout à l'heure, mais ils sont 400 à être restés en France en 1920, qui ne sont pas rentrés en Russie, et qui ont fondé des familles, qui ont eu des descendants, aujourd'hui des petits-fils, des petites-filles, des petits-neveux. Dans notre association, on a une vingtaine de descendants qui nous aident beaucoup à tisser les fils, à remonter toute cette histoire, finalement. Là, par exemple, vous avez quelque chose d'assez extraordinaire, si vous approchez, vous qui lisez certainement le russe. C'est une photo qui est prise à Belfort, la région de l'Est de la France, la Franche-Comté. Il y avait beaucoup de compagnies de travailleurs, Besançon et toute cette région-là. Belfort, dans cette région, donc, il y a eu plein d'anciens soldats russes qui se sont retrouvés là, donc 1920, 1930, 1940, pour beaucoup qui ont été des résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été avec les Français dans les maquis. Et là, c'est en 1927. Ils posent, ces ex-soldats du corps expéditionnaire russe, pour fêter le 10e anniversaire de la Révolution russe. Ils avaient gardé un profond attachement, parce que leur état d'esprit s'était quand même considérablement transformé entre leur arrivée en 1916, ce qu'ils ont vécu, la répression d'une part, mais également les combats, le fait qu'on ait refusé obstinément de les renvoyer dans leur pays, tout ça. Et puis la révolution qui avait éclaté dans leur pays, ça leur a fait modifier complètement la perception qu'ils pouvaient avoir d'une vie future. Et donc, ils suivaient avec une attention ce qui s'était passé en 1917, la révolution, un nouveau gouvernement, voilà. Et beaucoup d'entre eux, que l'on sache, quand ils sont rentrés en 1920, ne sont pas simplement rentrés dans leur foyer ou dans leur ferme ou ailleurs. Beaucoup ont rejoint l'armée rouge parce que nous étions au moment de la guerre civile qui a duré jusqu'en 1921, la guerre entre les Blancs et les Rouges, et qu'ils avaient choisi, eux, d'être plutôt dans un camp, celui qu'ils considéraient être celui de la liberté, de l'émancipation. Quoi qu'on pense d'ailleurs de ce qui a pu se passer après, mais bon, c'était leur point de vue. C'est ce qu'on met, ils sont repartis vers la Russie. Celui qui est là, je ne sais pas si vous connaissez cette figure, ce timbre poste, c'est quelqu'un qui a eu une destinée extrêmement importante. Il a été dans le corps expéditionnaire russe en France, il a fait le débarquement à Marseille, il a écrit sur le débarquement à Marseille des mots sur l'enthousiasme de la population. C'est Rodion Malinowski, qui a été maréchal de l'Union soviétique, ministre de la Défense également.
Voilà. Et dans ses mémoires, on peut lire justement l'arrivée à Marseille par lui. Voilà. Là, bon, c'est différentes photos. Я влюбленный и смущенный пред тобой, клен зеленый, да клен кудрявый, да кудрявый резной. Voilà. Et ensuite, on a une partie spectacle à vous présenter, le spectacle de chansons pacifistes. Vous avez eu un petit aperçu tout à l'heure d'air russe que vous pourrez reprendre, je suis sûr, avec nos musiciens. Et il y aura des chansons que vous ne connaissez certainement pas, mais que vous entendrez avec plaisir, je suppose. Voilà, je ne vais pas être plus long, vous êtes. Merci à toutes et à tous d'être venus. Je trouve que c'est très important, cette initiative de l'association La Courtine 1917, qui est très compétent, très dynamique. Ils ont eu même du courage de descendre jusqu'à Marseille pour nous faire découvrir cette histoire, cette page d'histoire quasiment méconnue et tragique. Et nous, autant que le partenaire, Association Franco-Russe Perspective, on est très heureux de nous associer à ces 2 journées vraiment formidables. Oui, bien sûr que c'est Jean-Yves qui va vous raconter tout ce qui s'est passé il y a 110 ans. Vous allez voir un film d'animation, un spectacle. Le programme est formidable, déjà une exposition. Nous sommes très heureux, moi personnellement, autant que la rédactrice en chef de la revue bilingue franco-russe qu'on édite depuis 23 ans déjà. Je suis très contente d'avoir un article de Jean-Paul Gadi dans le numéro d'avril. Vous pouvez prendre les revues, faire connaissance. Je vous souhaite à tous très belle soirée et merci d'être venus. Chers amis, oh, ça marche pas, oui, je dois l'allumer. Oh, sinon, vous savez, je pense que quand on parle dans une classe, on n'a pas de micro, c'est mais bien. ça permet de ne pas forcer la voix. Que font les Russes à Marseille en 1916? Que font les Russes en France pendant la Première Guerre mondiale? Que la guerre ait lieu sur 2 fronts, évidemment, un front est et un front ouest, bien sûr, mais pourquoi y aurait-il des Russes sur le front ouest? Alors c'est une vieille histoire. D'abord, la France et la Russie sont des alliés depuis 1891-92. D'ailleurs, à cette occasion, il y a une marque de pâtisserie. Alors ça ne marche plus avec les élèves parce qu'ils ne la connaissent plus, mais avec vous, ceux qui ont des cheveux blancs, le sauront. Eh bien, il y a une marque de pâtisserie qui apparaît à ce moment-là et qui va s'appeler Franco-Russe. Et alors, vous rappelez les desserts franco-russes? Ça n'existe plus maintenant. Et voilà, donc c'est très étrange cette alliance entre la France et la Russie, puisque la France est à l'époque une république et un pays qui a tué son roi, qui a fait la révolution de 1789, la République régicide, et puis de l'autre côté, la Russie est l'État le plus autocratique d'Europe. En Allemagne, dans l'Empire allemand, dans l'Empire austro-hongrois, il y a le suffrage universel, bon, on ne le respecte pas vraiment, il y a un parlement, il n'a pas énormément de pouvoir. Bon, il faudra attendre 1905, la révolution de 1905 en Russie pour qu'il y ait une Douma, mais cette Douma n'a aucun pouvoir, non. Donc ça reste l'État le plus autocratique d'Europe avec ce qui reste de l'Empire ottoman. Alors pourquoi se sont-ils alliés? C'est parce qu'en fait ils ont des adversaires, enfin
ils ont des adversaires communs. Voilà. C'était pour la France, évidemment, c'est l'Allemagne, il y a l'idée de la revanche en 1871, bien sûr, 70. Et donc la Russie, c'est un allié de revers. Et pour la Russie, l'ennemi, c'est pas l'Allemagne. On n'a pas de revendication territoriale avec l'Allemagne, mais c'est l'Autriche-Hongrie, l'Empire austro-hongrois au cœur de l'Europe et dans les Balkans. La Russie rêverait de s'étendre dans les Balkans, et il y a l'Empire austro-hongrois qui bloque, et qui, lui aussi, ça ne dérangerait pas de s'étendre aussi jusqu'à la mer Noire. Bon. Donc, mais voilà, l'Empire ottoman et l'Empire austro-hongrois est l'allié de l'Allemagne. Donc, aussitôt, la Russie, évidemment, ne peut plus être alliée avec l'Allemagne, puisque l'Allemagne est l'allié de l'Empire austro-hongrois, qui est l'ennemi de l'Allemagne. Et la France n'a rien à reprocher à l'Empire austro-hongrois, mais, évidemment, son ennemi, c'est l'Allemagne, donc ils ont des intérêts communs pour s'allier, et d'où cette alliance militaire qui fait que le tsar va écouter la Marseillaise au garde à vous. Alors que si vous écoutez les paroles de la Marseillaise, c'est pas ça, c'est les tyrans dont le sang ira irriguer nos sillons. Hein, c'est le chant quand même qui est issu de la Révolution. Vraiment un chant très martial, mais aussi qui a un caractère révolutionnaire. Avant l'Internationale, la Marseillaise a été le chant révolutionnaire chanté partout. Y compris par les antifascistes, italiens, etc. Et la dernière fois qu'on a chanté la Marseillaise en tant que chant révolutionnaire, c'est 1989 à Tiananmen. Les étudiants en langue française de Tiananmen, sur la place Tiananmen, ont chanté la Marseillaise. La Marseillaise, voilà, avant d'être supplantée par l'Internationale, c'était le chant de la Révolution. Et puis effectivement, il y aura un autre pays de la Révolution qui va apparaître à partir de 1917. Alors, que se passe-t-il ? 1914, la guerre devait être courte. Pour tous les états-majors, la guerre devait être courte. C'était l'affaire de quelques semaines, allez, 2-3 mois maximum. On pensait qu'il y aurait une bataille décisive. Si elle ne l'était pas, il y en aurait une seconde. Voilà, 2 ou 3 batailles maximum. Et puis, vous savez, ça ne s'est pas passé comme ça. C'était là, on est parti en guerre avec les cités napoléoniennes, et puis on a découvert que la guerre de 14, ça ne serait pas comme la guerre napoléonienne, avec la valeur morale qui prime sur tout, c'est-à-dire le courage, l'assaut, ça va au clair, l'assaut de l'infanterie, baïonnette au canon, et que c'est celui qui en veut le plus qui gagnera. Maintenant, c'est terminé cette guerre-là. Le roi de la guerre, maintenant, c'est l'obus, c'est le canon, c'est la mitrailleuse. Autrement dit, et puis bientôt aussi les fils de fer barbelés qui vont interdire les assauts. Puisqu'après, vous ne savez pas, les fils de fer barbelés, c'est pas comme dans les films, vous voyez 1 mètre de fil de fer barbelé dans les tranchées. Non, c'est 150 mètres, 100 mètres, 200 mètres de fil de fer barbelé. Imaginez que vous devez traverser 100 mètres de fil de fer barbelé. Vous vous empêtrez évidemment là-dedans et vous êtes une cible. Donc tout ça, vous voyez, ce sont toutes ces valeurs matérielles, le canon, l'obus, la mitrailleuse, ont annulé la valeur morale qui était le courage. Il n'est plus question de courage. Hein. Mettre des gants blancs là, comme pour les officiers en 1914 avec leur épée, comme De Gaulle le 15 août devant le pont de Dinant en Belgique, ça ne sert plus à rien. Il est là sous la mitra avec son épée, etc. Bon, il se prend une balle dans le genou, merci, au revoir. Bon. Donc après, vous voyez, ça a changé les choses. Cette guerre, elle devait être courte, et elle ne l'a pas été. Elle n'a pas été. Elle a failli. Elle a failli, puisque vous savez qu'on s'est battu devant Paris, et il y a eu la bataille de la Marne, et à partir de ce moment-là, les armées allemandes ont dû reculer, le front s'est ossifié, il y a eu 700 km de front de la mer du Nord jusqu'à la Suisse. Et là, on rentre dans une nouvelle période, qui est la guerre de siège, la guerre de tranchées, où le front ne va quasiment pas bouger jusqu'en 1918, finalement, jusqu'en 1918. Bon, parfois, il y a 5 km ici, 10 km là, 12 km dans la Somme, bon voilà. Mais ça, c'est toujours des petits points, et le front, lui, ne bouge plus. Bon. Alors, justement, ce front qui ne bouge plus, on s'aperçoit qu'on ne peut pas vaincre. Alors, il y a des essais qui sont faits, bien sûr. Après la bataille de la Marne, quand la guerre de tranchées apparaît et que le front est fixé, on se dit, bah, on n'a plus assez de canons, on n'a plus assez d'obus. Et c'est vrai, on a vidé tout le stock. On est parti, on se disait qu'on avait de quoi faire pour des mois et des mois, et puis en fait, en une semaine, on a liquidé le stock d'obus. C'est la guerre industrielle, c'est quelque chose de nouveau, plus rien à voir avec Napoléon. Alors on se dit, bah, comment faire ? Comment faire pour retrouver le mouvement ? Alors on va créer une armée d'Orient qui va débarquer en Grèce, etc. Mais de nouveau, avec les lignes des montagnes, il va y avoir des tranchées avec les Bulgares. Bon bref, ça va se bloquer. Alors il y a une idée qui germe à l'ouest, c'est et si nous faisions venir des soldats russes ? Parce que la France a un avantage et un handicap.
Et la Russie a un avantage et un handicap. L'avantage de la France, c'est que c'est une nation industrielle, comme l'Allemagne, bon, un peu inférieure à l'Allemagne quand même, au niveau de sa puissance industrielle, mais néanmoins il y a des usines, il y a des ouvriers, il y a du matériel. Donc la France peut produire des fusils, elle peut produire des mitrailleuses, elle peut produire des obus, elle peut produire des canons. Mais elle manque d'hommes. C'est un pays de 39 millions d'habitants. De l'autre côté, il y a 65 millions d'Allemands. Hein. Donc, vous voyez, il y a une situation d'infériorité numérique. Et donc ça pèse. Côté russe, donc ça c'est l'avantage de la France, et l'infériorité, c'est la question numérique. Côté russe, c'est l'inverse. Hein, on est dans un pays très majoritairement rural, avec quelques centres industriels autour de Moscou, de Saint-Pétersbourg, hein, essentiellement, les usines Poutilov, etc. Mais c'est un pays qui a 2-3 millions d'ouvriers sur plus de 110 millions d'habitants. Donc il y a une faiblesse industrielle, ils ne sont pas assez d'armes. Les soldats russes ne sont pas tous mobilisés. Vous avez vu, un pays de 100 millions, on pourra en mobiliser 10%, vous voyez, ça ferait 10 millions comme ça. Et ben oui, mais non, plus que ça, parce que les Français ont mobilisé 8 millions. Les Français ont gratté les fonds de tiroir. Ils vont aller jusqu'à 48 ans. Hein. Donc les Russes, eux, ne mobilisent pas toute leur population, les soldats, enfin tous les hommes en âge de combattre, parce qu'ils n'ont pas les moyens de les vêtir, de les nourrir, de les convoyer, de leur donner des armes. Déjà dans leur armée, un homme sur 3 a un fusil. Et on leur dit, quand vous montez à l'assaut, hein, si vous n'avez pas de fusil, vous avez un gourdin, et vous récupérez le fusil de celui qui meurt. Bon, hein, imaginez partir à l'assaut comme ça, en attendant que quelqu'un meure pour récupérer un fusil. Donc c'est une situation qui est un peu difficile. Alors, des avantages, mais l'avantage c'est qu'ils sont des hommes. Vous avez compris tout d'un coup le raisonnement. Et si on faisait venir, mais pas 10 000, pas 20 000, pas 50 000, mais 1 million d'hommes, 1 million de soldats qui ne sont pas mobilisés en Russie, si on les faisait venir en France pour combattre dans les tranchées françaises, ça pourrait renverser les choses. Vous nous les envoyez sans rien, on les habille, on les équipe, les casques, etc., les fusils, etc. Et évidemment, ça fera une force peut-être décisive, hein, qui renversera le cours de la guerre. Alors, cette idée n'est pas vraiment appréciée par les Russes, par le commandement, qui n'est pas très heureux de se séparer d'hommes. Mais d'abord, il y a la nécessité. La France va vous livrer des fusils, va vous livrer des obus. En échange, il faut faire un geste. On ne peut pas dire non, c'est votre allié. Alors, on va commencer petitement avec quelques brigades. Une brigade qui va être envoyée justement, qui part en février 1916, et il y en aura d'autres qui partiront. Alors celle-là, elle va partir par la Sibérie, et hop, ils vont prendre le bateau. Mais il y en a d'autres qui partiront d'Arkhangelsk, qui vont traverser, ce sera plus court, hein, l'océan Arctique, l'été, hein, bien sûr, quand les glaces permettent le voyage, hein, parce que l'hiver c'est pas possible, et ils contournent les pays scandinaves, l'Angleterre, et ils arrivent à Brest, voilà. Alors, les Russes à Marseille, justement, ce sont des soldats qu'on a triés, hein, tous des beaux gars, parce qu'il y en a tellement, je vous ai dit, on ne les mobilise pas tous, donc on a sélectionné des beaux gars, des grands, des costauds, des yeux bleus, des blonds. Oh, le stéréotype des Russes, pour que les Français disent, c'est des ambassadeurs, il faut qu'on prenne la Russie. Il faut qu'on se dise, oh, les Russes, ben alors, c'est des types formidables, hein, c'est des costauds. Hein, alors qu'en France, on a raclé les fonds de tiroirs et on a vraiment tout venant, hein, dans les soldats. Et alors, donc, ils partent de Moscou en février 1916. Moscou en février, il fait froid, hein, bien sûr. Donc, les wagons sont fermés, mais ils ont un poids. Ils traversent toute la Sibérie, il fait moins 40 degrés, ils s'intoxiquent. Le monoxyde de carbone, voilà, ils s'intoxiquent dans leur. Ils arrivent complètement épuisés. Sur le golfe de Corée, à l'Iran, ils prennent le bateau, ce sont des bateaux français qui viennent les chercher, de la Touche-Tréville, l'Himalaya, etc. Et hop, hein, ils passent par l'Asie du Sud-Est. Et qu'est-ce qu'il y a, hein, c'est peut-être une école de musique à côté, de violon. Les rideaux, je pense. Les rideaux, ah voilà, c'est ça. Ils passent par l'Asie du Sud-Est, où là, cette fois-ci, c'est la chaleur. Maintenant, l'ennemi, c'est plus le froid. Parce qu'il fait une de ces chaleurs dans les cales, et petit détail que j'ai appris hier, c'est que évidemment ils veulent monter sur le pont pour pouvoir respirer.
Mais il ne faut pas se montrer, hein, parce que c'est des bateaux cargo, pour éviter les sous-marins, il ne faut pas trop montrer que c'est rempli de militaires. Les sous-marins allemands, bon, il n'y en a pas beaucoup en Asie du Sud-Est, ils sont pas énormément en Méditerranée quand même, mais il y a des sous-marins allemands en Méditerranée qui coulent un certain nombre de bateaux, comme le bateau français, le Gambetta, etc. Donc il faut être prudent. Et donc, on ne peut pas se montrer. Donc, quand ils sont sur le... Il y en a très peu qui montent, ça tourne de rôle, et quand finalement ils s'allongent sur le sol, ben, donc ils sont souvent dans les cales à crever chaud. Voilà. Et il y a une première mutinerie qui a lieu, parce que la discipline est très dure. Elle est très dure sur les bateaux, elle est très dure dans l'armée russe, il y a des châtiments corporels, hein, les soldats qui désobéissent sont souvent frappés à coups de knout, voilà, il y a ces châtiments corporels qui existent, et il y a déjà une mutinerie à Singapour pour des questions de ravitaillement. Alors, dans le film, on ne dit pas Singapour, on dit plutôt le Vietnam ou quelque chose comme ça, enfin le Vietnam, l'Indochine, un film que vous allez voir. Moi, je me suis basé sur Rémi Adam, un historien qui a travaillé sur ces soldats russes, et qui dit que la nourriture était avariée, que les soldats, évidemment, n'étaient pas contents de manger cette viande pourrie, et donc on se sont mis en grève en refusant de manger. Alors le commandement a sorti les soldats du rang, et a dit, bon, si vous ne mangez pas, on les fusille. Ah, alors ils l'ont mangé, la viande. Mais vous comprenez que tout cela, ce sont des éléments qui s'ajoutent, hein, et à une certaine détestation de leur autorité, de leur hiérarchie, et ça va finir par exploser un jour. Hein. C'est toujours des petites vexations qui s'ajoutent. Alors ils arrivent le 20 avril 1916, il y a 110 ans, dans le port de Marseille, et alors évidemment leur venue a été tenue secrète. Parce que toujours la question des sous-marins. Hein, des sous-marins allemands, il ne faut pas dire voilà, où vont passer les bateaux. Donc il n'y a pas énormément de monde pour les accueillir au départ. Alors évidemment les gens vont peu à peu s'amonceler, mais c'est une surprise. Alors néanmoins, il y a quand même la Marseillaise, l'hymne russe, les officiels qui sont là, bien sûr. Et puis voilà, les soldats français au garde à vous pendant qu'ils débarquent. Et puis ils prennent le chemin du camp de Mirabeau, et le lendemain, ils devaient déjà partir pour le camp de Mailly, mais les autorités municipales, le maire Eugène Pierre, le général commandant de la 15e région, et les officiers russes aussi, se disent on voudrait quand même, et la population de Marseille, qui prend le tramway pour aller au camp de Mirabeau, hein, vers les stacks, pour aller voir ces soldats si exotiques, ben, ils demandent qu'ils défilent. Donc, allez, ils vont défiler, ils vont rester une journée de plus dans Marseille, et ils vont défiler effectivement le 21 avril, après une cérémonie religieuse, à 9h du matin. Voilà, on a quelques images, pas très longtemps, 1 minute 30, filmées par les actualités Pathé Gaumont à l'époque, et on les voit marchant par rangées de 8, impeccables, et quand ils arrivent par la porte d'Aix, c'est une tempête de hurrahs, d'ovations, parce qu'il faut imaginer ce qu'ils peuvent représenter dans l'esprit des Français. C'est presque 10 000 hommes, c'est pas grand-chose, mais combien y en a-t-il d'autres qui vont arriver? 50 000, 100 000, 500 000, vous comprenez que c'est peut-être le début là, du renversement de la carte de la guerre. C'est votre héros, c'est votre allié, et en plus c'est un allié, la Russie, qui est considéré non seulement comme un réservoir inépuisable, ce qui n'est pas la France, hein, mais qui est considéré aussi comme un rouleau compresseur. On dit toujours rouleau compresseur pour la Seconde Guerre mondiale, mais déjà pour la Première Guerre mondiale, dans les dessins de presse, on voit l'ours avec un rouleau compresseur face à l'aigle allemand. Donc il y a déjà cette idée-là que ça a été le tombeau, la Russie, ça a été le tombeau de Napoléon. Hein, et ben, ça sera aussi le tombeau du Kaiser Guillaume II, hein, bien sûr. Donc il y a ces idées-là, alors d'où cette joie, hein, cette célébration, ces ovations, on n'en plus finir, ils passent devant la porte d'Aix, ils descendent, ils traversent le cours Belzins, cours Saint-Louis, la rue de Rome, et partout, des ovations, des fleurs au canon, des fleurs à la boutonnière, des bouquets de fleurs pour les officiers, la rue de Rome, et puis les drapeaux aux fenêtres, hein, les gens penchés aux fenêtres. Il faut imaginer toute la population qui est dans la rue, voilà, qui attend depuis 8h du matin, même s'ils arrivent qu'à 10h du matin. Donc c'est vraiment un moment absolument incroyable dans Marseille. Ils passent devant la préfecture, là où il y a toutes les autorités, puis ils prennent Saint-Ferréol, où paraît-il, il y a tellement de drapeaux qu'on ne voit plus le ciel. C'est une sorte de voûte bleu, blanc, rouge, rouge, blanc, bleu.
dans le mauvais sens, mais voilà, vous les avez mis à l'endroit. Et puis, quand ils arrivent sur la Canebière, hein, ils prennent à gauche, ils arrivent sur le Vieux-Port, et ils prennent à droite sur la rue de la République, et ils repartent au camp de Mirabeau. Eux, les officiers, eux, qui n'ont pas tellement envie de marcher, les officiers supérieurs, hein, bien sûr, enfin, je ne parle pas du lieutenant, du capitaine, qui vit comme avec ses troupes, et bien eux repartent en voiture. Hein, ça leur vient mieux plutôt que de faire 10 km à pied. Ensuite, la veille d'ailleurs, ces officiers supérieurs avaient laissé leurs hommes pour aller manger, banqueter, hein, un grand banquet avec les officiers français, les officiels, hein, le maire, etc., le préfet Schrammeck, etc., etc. Alors que les hommes, il n'y avait rien. On avait tenu tellement les choses secrètes que rien n'était préparé pour les soldats. Ce qui fait que la majorité des soldats russes n'ont rien mangé la veille, tellement c'était la préparation. Ouais. C'est quelque chose de tout à fait caractéristique en France, la préparation et l'improvisation. Alors il se produit quelque chose à Marseille, hein, il y a une deuxième mutinerie avec un officier qui est exécuté, à qui les soldats... voilà. Et ce fait divers, cet événement, je cherchais le mot, donnera prétexte aux autorités françaises pour expulser Trotsky. Hein, le révolutionnaire Trotsky était à Paris à l'époque et avec quelques révolutionnaires exilés, bolcheviks, éditait un journal, Natchez-Slovo, hein, en direction des Russes. Bon. Et les autorités, évidemment, les autorités russes ne voulaient pas que leurs soldats soient contaminés par le communisme, et les autorités françaises n'avaient pas envie non plus d'avoir dans les pattes un agitateur, donc ça a été le prétexte pour l'expulsion de Trotsky. Bon, à l'époque, en avril 1916, il n'y a pas de crainte véritablement, même si en Russie les choses vont plutôt mal parce que l'Allemagne a attaqué la Russie en 1915 puissamment et donc ils ont perdu plusieurs centaines de kilomètres, le pouvoir commence à vaciller, on se dit il y aura peut-être sans doute une révolution, mais sous quelle forme? C'est une révolution républicaine, d'ailleurs ça sera ça au début. En tout cas, on parle vraiment de la destitution du tsar, mais en avril 1916, le sujet n'est pas là. Le régime tient encore, et on pense que ces troupes vont changer la carte de la guerre. Mais en fait, ce ne sera pas le cas, puisque, comme vous le savez, il n'y aura pas 1 500 000 hommes qui seront envoyés sur le front ouest, et ces hommes, alors je ne vais pas dévoiler dans le documentaire, parce que vous allez voir, ces hommes dont la France était fière, qu'elle célébrait, vont tomber dans l'oubli. Et alors pourquoi? Parce qu'il y a eu la révolution, et parce qu'ils ont retourné leurs fusils, parce qu'ils ne voulaient plus combattre. Alors des héros, ils étaient devenus des mutins, et donc ils ont été effacés de notre mémoire nationale. Et voilà que la Courtine 1917 fait ressurgir ces mutins dans notre mémoire. Et donc vous allez voir maintenant un film qui raconte toute leur histoire en détail. Eh bien bon film. Novembre 1915. En France, le front s'est stabilisé dès les premières offensives. Mais malgré l'apport massif des soldats coloniaux, nous manquons déjà de réserve. La Russie tsariste, elle, dispose d'un véritable réservoir humain, mais souffre d'une réelle pénurie en matière d'armement. Un accord entre nos deux gouvernements permettra d'échanger des troupes fraîches contre des armes performantes. Des amis. Aujourd'hui, je raconte des histoires. Je suis aidée par tous les enfants du monde et surtout ceux de la Courtine. Notre favorite est celle de notre amie la louve de Sibérie. Elle est arrivée au camp de la Courtine. On ne sait ni quand, ni comment.
Chanter en russe pour ceux qui connaissent. La guerre, comme son père a voulu, comme son grand-père, son arrière-grand-père. Chaque génération a sa guerre, sa der des der, toujours la dernière, suivie de la dernière, de la prochaine. Chaque père part un jour, chaque fils part un jour, chaque fille aujourd'hui. Chaque jour part un père, chaque jour part un fils, une fille. Chaque guerre emporte son lot. Pas toujours la même guerre, mais toujours la même folie. Alors il part, pas le choix. Pas le choix. Il croit qu'il n'a pas le choix, il faut partir, il part. Sur sa route, des sons, des images, des parfums. La vie qui continue, sereine, des oiseaux, des fleurs, la vie animale, la vie végétale, la vie normale, des enfants qui jouent, des enfants qui rient, la rivière qui chante, les nuages qui nagent. Il se revoit enfant, avec ses panoplies, ses jouets d'enfant, ses petits soldats, très obéissants, ces petits soldats. Il leur faisait faire ce qu'ils voulaient. Un peu comme lui, aujourd'hui, finalement, manipulé comme un petit soldat. Il se revoit, il entend sa voix d'enfant, sa voix si lointaine et si proche. Il met la main à la poche, il sent sous ses doigts
cette espèce de fétiche, de talisman qu'il a emporté, l'un de ses petits soldats, son préféré. Il les faisait parler, il les faisait penser, ces petits soldats. Il entend. C'est dans sa tête ou cet objet inerte qu'il entend parler? Il écoute. Je suis un petit soldat de plomb. On m'a mis du plomb dans la tête, dans le cœur et dans les talons. Est-ce que j'ai l'air con? Est-ce que j'ai l'air bête? Je suis un petit soldat de plomb. On ne m'a pas demandé mon avis, on m'a façonné sans façon. Mauvais maçon. Qui m'ont ravi la vie pour des petits garçons qui deviendront de vrais soldats. Ils chanteront à l'unisson une chanson rythmée au pas. La chanson qui mène au trépas. Moi, j'en veux pas. Sonnez, clairon, tambour, battant, la retraite. Plus de mourons, ne mourront plus, tambour, va-t'en. Je suis un petit soldat de plomb, l'homme m'a fait à son image, pour faire chanter l'air des lampions à des troufions qui n'en ont pas l'âge. Je suis un petit appelé de plomb, appelons les choses par leur nom. Quant au canon, ah non, non. Allons enfants, allons, allons. Ne restez pas sur mes talons, sortez-moi de ce mauvais pas. Je voudrais jouer au ballon, pourquoi pas. Sonnez, clairon, tambour, va-t'en, la retraite, plus de mourons, ne mourront plus. Tambour, va-t'en. Je suis un petit soldat de plomb, mais sans vouloir plomber l'ambiance, je vous demande, mes colons, de ne pas trop faire confiance à tous ces porteurs de galons qui voudraient, ne soyez pas bêtes, vous mettre du plomb dans la tête, dans le cœur et dans les talons, pour faire de vous, filles, garçons, de bons petits soldats de plomb. Je suis un petit soldat de plomb, rien qu'un petit soldat de plus. Je veux quitter votre salon, sans un galon, cuivre ou alu, si on me demande, tu m'as pas vu, je vais me cacher dans les talus, turlututu. Allez, salut! Et le jeune homme se tait, écoute le silence qui suit ce poème intérieur, puis il rebrousse chemin, en se disant que chaque jeune, comme lui, au même moment, a peut-être aussi son petit soldat venu du fond de sa poche, du fond de son enfance, son petit déserteur. Et à défaut de pouvoir retourner en enfance, il s'en retourne au pays en sifflotant. Ce soir je meurs à la guerre, aujourd'hui pour moi sonne l'heure. Mon visage est blanc et mon sang coule à flot sur le trottoir de la rue des Lilas. Ce soir je meurs sous vos bombes, pourtant je n'ai rien fait pour ça. Je ne suis qu'un simple flâneur dans la ville, sur le trottoir de la rue des Lilas. Je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. Plus jamais revoir la lune au matin quand s'effacent les pas, jamais plus estimer la neige éternelle et l'oiseau bleu brillant de mille éclats. Plus jamais revoir la lune
dis, je me dis que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des lilas. Car la guerre c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Car la guerre c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous dis que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des lilas, je m'éteins dans la rue des lilas, je m'éteins dans la rue des lilas. Une nuit d'été de 1918, non loin du petit village suisse de Villeneuve, un pêcheur qui avait sorti sa barque sur le lac Léman remarque un objet étrange au milieu de l'eau. En s'approchant, il découvrit une embarcation faite de poutres mal assemblées qu'un homme nu, épuisé, tentait maladroitement de faire avancer en ramant à l'aide d'une planche. Étonné, le pêcheur s'approcha, l'aida à monter dans sa barque, recouvrit sa nudité tant bien que mal avec les filets. Puis, il essaya de parler à l'inconnu, tremblant de froid, recroquevillé craintivement dans un coin du bateau. Mais celui-ci répondit dans une langue étrange, dont il ne reconnut pas un seul mot. Le pêcheur renonça bientôt à toute autre tentative, remonta ses filets et se dirigea à grands coups de rame vers la terre ferme. L'homme fut ramené au village où aucun des habitants ne comprenait sa langue. Plus tard dans la journée, arriva le directeur du grand hôtel qui avait beaucoup voyagé et qui parlait plusieurs langues. Il comprit que cet homme était un soldat russe arrivé en France en 1916 avec le corps expéditionnaire. Après la répression qu'avaient subie ces soldats en septembre 1917, qui ne voulaient plus combattre et voulaient rentrer chez eux, il était devenu un fugitif voulant regagner à tout prix sa famille en Russie. On lui avait indiqué la direction à l'est, au-delà du lac. Le directeur rentra à son hôtel et l'homme passa la fin de la journée au village. Les gens allaient et venaient. Lui n'avait pas conscience de leur présence, et eux n'avaient pas conscience non plus de la sienne. Tous l'oublièrent, et personne ne le vit se lever tout à coup, à la nuit tombante, et gravir à pas feutrés, comme un animal, le chemin qui menait à l'hôtel. Il se tint 1 heure ou 2 devant la porte, sa casquette à la main, l'air soumis, sans porter ses regards sur quiconque. Enfin, un des grooms remarqua cette silhouette étrange qui, noire et figée, telle une souche, était en